Hello, my name is Erin. Bonjour, je suis Erin Taylor et je suis responsable des programmes à The Climate Reality Project. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à 24 heures de réalité cette année, notre quatrième conversation mondiale qui explore comment nous pouvons vraiment construire des communautés vertes inclusives dans le monde. Cette année, 24 heures de réalité, lumière sur les espoirs et les solutions, met en évidence tous les progrès incroyables accomplis par des gens de tous les milieux sociaux dans notre combat pour arrêter la montée des températures et construire un futur durable ensemble. Comme vous l'avez vu dans les dialogues précédents, c'est une journée pour partager des idées et des expériences, apprendre ce qui fonctionne, comment nous pouvons faire une différence, trouver l'espoir et l'inspiration, et puis repartir dans nos communautés et nous mettre au travail. Cette conversation mondiale permet à ceux qui construisent des communautés vertes dans la planète, à travers la planète, de rentrer en contact, de partager leurs perspectives. En étant ensemble, nous pouvons construire un mouvement plus fort, un mouvement nécessaire pour gagner. Nous avons la chance d'avoir un panel de militants incroyables aujourd'hui. Et avant de les présenter, je voudrais aussi vous dire que le public peut poser toute question qui se présente en cliquant sur le bouton Q&A, Q&A au bas de votre écran et nous poserons ces questions un petit peu plus tard. Donc, tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Isadora Gran, qui est coordinatrice de l'implication de la justice climatique de Climate Reality Project Brazil. Isadora a un diplôme en travail social, études du genre, droits de l'homme et territoires vulnérables. Bienvenue Isadora. Ensuite, nous avons Aditya Pundir, directeur de la Fondation Climate Project pour l'Inde et l'Asie du Sud. Il a beaucoup travaillé dans le domaine du changement climatique et de la durabilité en Inde. Enfin, nous avons Matt Bums, directeur du projet Road to Carbon Neutral, une initiative gérée par HOP et Climate Reality pour mettre en œuvre de nouveaux projets, de nouveaux récits dans les secteurs énergétiques et du transport en Colombie afin de permettre au pays d'arriver à son objectif d'émissions net zéro d'ici 2050. Et maintenant, j'ai le plaisir de présenter notre modérateur, fondateur et président de Climate Reality, ancien vice-président des États-Unis, Al Gore. Eh bien, merci beaucoup, Aaron. Et pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent maintenant, eh bien, bienvenue à notre dernier dialogue de notre événement. Aujourd'hui, nous avons mis en évidence les travaux d'activistes, de militants du climat, ce qu'ils font dans leur communauté afin de créer un vrai changement et un élan pour mettre en œuvre des solutions qui sont disponibles et qui vont nous aider à combattre la crise climatique. Cette session va se centrer sur la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour construire des communautés vertes. C'est un travail urgent du fait de l'impact de la crise climatique de plus en plus sévère. Nos maisons, nos entreprises, nos infrastructures critiques courent un risque énorme, mais avec une planification intelligente pour améliorer la résilience de nos quartiers, de nos bâtiments, avec des efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous pouvons aider les familles à économiser de l'argent, nous pouvons créer de l'emploi et offrir un meilleur avenir aux prochaines générations. Donc, les trois militants qui sont avec nous aujourd'hui pour cette quatrième conversation contribuent à ces efforts de création de communautés vertes dans leur région. Et donc, je vais lancer la conversation et je vais commencer par demander à chacun d'entre vous de nous parler un petit peu plus en détail du travail qu'il ou elle fait, mais pas simplement de ce que vous faites, mais des raisons qui vous motivent. Pourquoi est-ce que le fait de créer une communauté verte inclusive est importante dans votre région? Isadora, voulez-vous commencer? Merci. Donc, je représente ici le projet de Marée qui vise
à comprendre que Mare est un groupe de 6 favelas dans notre région et ce que nous faisons, c'est de comprendre avec tous les gens qui vivent là quels sont les impacts climatiques subis et nous essayons aussi de trouver des solutions. C'est important, bien sûr, et c'est une question de survie. Donc, lorsqu'on parle de changement climatique, surtout dans des territoires vulnérables qui sont à la traîne en matière d'infrastructures urbaines, d'accès à des services de base et qui ont du mal à avoir une structure où vivre de manière digne, eh bien, donc on parle de survie. Et c'est pour ça qu'il est important d'agir. Nous devons traiter cette question pour donner la priorité aux gens qui vivent dans ces territoires. Et c'est quelque chose dont je voulais parler parce que très souvent, lorsque nous recherchons des solutions, si nous n'avons pas beaucoup de représentants de territoires vulnérables et de populations vulnérables, lorsqu'on prend des décisions, la recherche de solutions, en fait, souvent aggrave d'autres problèmes et creuse les inégalités. Donc, lorsqu'on parle donc ici, nous essayons d'impliquer les gens qui sont les premiers à être touchés. Nous pouvons comprendre, bien sûr, ce que nous ressentons dans nos vies quotidiennes. En ce qui concerne le climat, nous pouvons aussi identifier les liens vers d'autres questions difficiles dans notre vie quotidienne. Par exemple, comment le changement climatique est lié à la faim, au manque d'installations sanitaires. Donc, je voulais simplement souligner que nous parlons de survie ici. Nous ne pouvons pas perdre nos vies, nos communautés, nos maisons du fait d'une question dont on parle déjà depuis 50 ans. La science s'est avérée vraie et nous devons agir. On peut parler d'adaptation dans ce contexte de territoires vulnérables. Encore une fois, c'est de notre survie qu'il s'agit. Oui, merci. Merci pour cet excellent démarrage. Alors maintenant, nous allons nous diriger vers l'Inde. Alors, le changement climatique s'intensifie, on en voit les résultats. Vous savez, il pleut encore à Delhi et ça ne s'est jamais produit. Donc, la mousson dure beaucoup plus longtemps que par le passé. Oui, beaucoup plus longtemps et de manière beaucoup plus intense. On en ressent déjà les impacts. Mais en ce qui concerne les grands pays, avec une population de 1,3 milliard, l'Inde est très particulière et nous avons aussi 250 millions d'enfants, une population très jeune. Donc, beaucoup de gens, et puis avec l'intensification du changement climatique, c'est difficile. C'est une communauté que nous essayons de cibler parce que ce sont eux qui vont faire la différence. Ils vont devenir politiciens, médecins, ingénieurs, mais ils vont aussi souffrir du pire impact du changement climatique. Donc, nous essayons de construire un programme qui peut sensibiliser cette nouvelle génération et pour l'amener à agir différemment. Des programmes donc centrés autour des défis du pays. L'inégalité, la crise de l'eau,
et puis d'autres aspects de leur vie. Donc, nous essayons de traiter toutes ces questions et de sensibiliser les nouvelles générations et leur dire, voilà ce qui se passe autour de vous, comprenez bien ces questions, intégrez-les dans votre prise de décision, dans votre raisonnement. Donc, voilà le but de notre programme, de manière à ce que ces jeunes, lorsqu'ils démarrent dans la vie, soient plus conscients de ces problèmes. Parce que si on revient, si on se dirige vers les méthodes de consommation des sociétés modernes, nous allons à la catastrophe. Donc, voilà ce que nous essayons de faire, sensibiliser les jeunes, les sensibiliser donc à cette crise. On pensait que ça allait se passer dans 40 ans, mais ça se passe maintenant. Oui, c'est devenu urgent pour nous. Très bien, merci beaucoup et nous reviendrons vers vous dans quelques instants. Matt, merci pour tout ce que vous avez fait lorsque vous étiez avec Climate Reality. Bienvenue donc à nouveau. Merci, merci de me donner la parole. Ici en Colombie, comme vous le savez, c'est une région très vulnérable au changement climatique. Et puis, nous faisons face à des effets drastiques. En 2020, nous avons démarré ce projet pendant le confinement. Nous avons mis en œuvre un programme de formation. Nous avons formé plus de 3000 représentants officiels à la question du changement climatique et nous avons réussi à remporter une subvention. Et maintenant, nous sommes engagés dans des projets de décarbonisation. Donc, dans de nombreux États, nous réfléchissons à la manière dont ces États vont pouvoir être décarbonisés. Et du fait de ce programme incroyable, nous développons des récits avec des journalistes, des communicateurs, et nous essayons de créer de nouveaux récits autour du changement climatique. Regardez, je vous montre un petit peu un exemple de ce travail. Donc, ce sont des documents extrêmement bien conçus. Nous voulons travailler avec les municipalités et donc nous avons 115 municipalités prioritaires. Nous travaillons sur des projets concernant les transports avec les maires, les collectivités. Nous les finançons avec les banques, le secteur privé. C'est une nécessité en Colombie parce que toutes les ressources qui sont là pour le changement climatique, malheureusement, eh bien, il n'y a pas de projet dans lequel on est prêt à investir. Donc, nous travaillons avec les maires pour créer ces projets, des projets qui sont prêts à être financés par le secteur privé. Merci beaucoup encore de m'avoir donné la parole. Merci pour cette conversation. Eh bien, merci à vous, Matt. Alors maintenant, la question suivante. Nous savons tous que le type de changement que vous essayez de créer, eh bien, on y associe des défis. Donc, j'aimerais que chacun d'entre vous me dise d'après vous, quel est le défi le plus important auquel vous êtes confronté pour créer des communautés vertes inclusives? Mais je veux que vous me parliez de ce défi, bien sûr, et de la manière dont vous travaillez à le surmonter. Matt, je vous redonne la parole. Donc, le plus gros défi pour nous dans un pays comme la Colombie, c'est le financement international. Chaque année à la COP, il y a des accords internationaux qui envoient beaucoup de ressources vers les pays en développement sur le changement climatique, mais malheureusement, les ressources arrivent rapidement, mais les projets ne sont pas là, ne se développent moins rapidement que l'afflux de financement. Donc ça, c'est vraiment un point que nous devons résoudre. Très souvent, les collectivités locales n'ont pas la capacité de monter des projets susceptibles d'être financés par les banques. Donc, nous travaillons sur des foires de décarbonisation avec les collectivités locales, comment établir des partenariats entre les municipalités et les investisseurs et aider donc les municipalités à développer ces projets. Ça, c'est le problème numéro 1 en Colombie. Très bien, merci. Isadora? Donc, pour nous,
Je voudrais vous donner un petit peu de contexte sur le territoire parce que lorsque j'ai dit que ce sont des territoires qui sont à la traîne en matière d'infrastructures urbaines, c'est pour des raisons de racisme environnemental. Nous bénéficions de très peu d'investissements pour des infrastructures de base. Et puis, il y a d'autres questions, des questions de sécuritaires. Et nous avons essayé d'impliquer la population. Nous sommes face à de nombreux défis et c'est pour ça qu'il est difficile parfois de parler du changement climatique qui peut sembler un problème un petit peu plus distant, par exemple, par rapport à des problèmes très urgents et très visibles, comme par exemple, lorsque je ne sais pas ce que je vais manger à mon prochain repas, comment est-ce que je peux penser au changement climatique? Donc, pour surmonter cela, nous avons recueilli toutes ces questions lorsqu'on parlait aux gens, lorsqu'on se rassemblait, on parlait de déconnexion et je pense que c'était très important. Et on a parlé aussi du lien entre tous ces problèmes. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas séparer les questions environnementales des questions sociales, mais que nous devions parler des liens entre ces questions de manière à ce que les gens puissent être sensibilisés. Et puis un autre défi, et c'est la deuxième partie, parce qu'en fait, donc, on a créé cette lettre en fait ensemble, et puis après, on a essayé d'avoir le soutien des décisionnaires, on a essayé d'obtenir des investissements pour arriver à satisfaire concrètement certaines des requêtes que nous avons listées. Nous avons proposé des solutions, mais bien sûr, nous avons besoin de soutien pour que cela devienne concret. Et là, il s'agit bien sûr de valoriser ces connaissances traditionnelles, de valoriser des stratégies face à l'adversité. Et il s'agit donc de soutenir ces solutions pour surmonter ces défis. Merci. Très bien, excellent. Merci. Alidia, Adidia. Certains défis que nous avons en créant ce programme, le plus grand défi, c'est l'état d'esprit. Les gens ne sont pas prêts à connecter avec le changement climatique. Beaucoup de gens, surtout si on parle des personnes qui gèrent des institutions, ils ne peuvent pas non plus relier tous les éléments. Et ils pensent que c'est un désastre, c'est une catastrophe, donc il faut réagir immédiatement. Donc, l'état d'esprit est réactif, ne c'est pas proactif. Et c'est un des plus grands défis que nous confrontons, c'est de dire aux gens comment nous pouvons travailler sur ce problème et comment est-ce que l'on peut rattacher tous les éléments pour pouvoir résoudre les problèmes climatiques et énergétiques. C'est un processus lent, mais heureusement, depuis quelques années, nous avons beaucoup de soutien qui vient de l'écosystème. Nous parlons de changement climatique. Oui, les gens commencent à prendre bonne note et c'est un défi que nous confrontons. Et ensuite, il y a l'aspect financier. Les solutions coûtent de l'argent. Oui, ça tout coûte de l'argent. Et beaucoup d'institutions n'ont pas ces capacités. Ils n'ont pas les ressources financières pour répondre aux solutions. Soit ils cherchent un financement extérieur ou de l'aide. Comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut les aider? Donc, je dirais que l'état d'esprit et les finances sont les deux plus grands problèmes. Je continuerai avec vous
et poserai la prochaine question à Didier parce que cela a un rapport avec ce dont vous venez de nous parler. Les gens ne voient pas la connexion de relier les différents éléments. Comment est-ce qu'on et si on demandait aux gens à se joindre à votre effort, vu ces défis, comment est-ce que vous avez mobilisé les gens de façon à ce qu'ils puissent agir au sein de votre communiqué? Et si vous pouvez commencer avec cette question et ensuite on entendra les autres. Depuis, lorsque nous avons eu ce défi il y a des années, mais que nous n'avancions pas à cause de la taille de la population, nous avons trouvé que la meilleure façon, c'est de former les instituteurs, les professeurs, une capacité au sein du système lui-même, surtout dans les écoles et les universités. Et vous les trouvez peut-être même dans les villages. Donc, on a commencé à former les instituteurs et institutrices. Et lorsque nous l'avons fait, c'était un bon départ parce que nous avons formé 11 000 instituteurs dans le pays et ils ont pu aider à, à- à- à influencer l'état d'esprit des gens dont je vous ai parlé. Et je crois que c'était une bonne solution que nous avons fait de former les instituteurs et de faire passer le message parmi les éducateurs. Et nous avons aussi fait il fallait faire appel au leadership aussi, il fallait qu'ils jouent un rôle actif. Donc, on a commencé à faire quelques réunions dans des grandes villes comme Mumbai et Delhi. C'est là où nous avons ciblé les grandes villes pour parler du changement de climat et on s'est servi de votre présentation dans la formation. On leur a donné donc des présentations, on les a éduqués sur le changement climatique et finalement, la chose qui nous a vraiment aidés, ce sont les défis climatiques. Ils étaient étonnants. Un des plus grands succès était dû aux leaders parce que ce sont des gens qui se rendaient sur le terrain. Ils nous ont donné des informations des informations locales. Ils nous ont même aidé à traduire dans les langues régionales. Donc, je dois dire que c'est la base de notre programme dans notre pays et ils nous ont beaucoup aidés. Et je crois que s'ils continuent de travailler ainsi, ça sera vraiment bien. Isadora et Matt? Oui, afin d'engager les gens dans nos projets, je crois qu'une des choses importantes, c'est de savoir, c'est de connaître le public et connaître les communautés. Il faut connaître le territoire aussi, de façon à ce que nous puissions inviter des gens selon leurs intérêts. Par exemple, nous avons la chance à Marrakech. Nous avons des projets qui sont gérés par les gens qui vivent sur place et dans des domaines tels que l'éducation, la culture et les aspects sociaux. Ce n'est pas le climat, mais pour reprendre ce que j'ai dit auparavant, cela fait partie de la stratégie d'aider les gens à construire une échelle et les inviter selon leurs intérêts ou leurs préoccupations et leur montrer que le changement climatique peut pouvoir avoir un impact sur leur militantisme. Et si on travaille avec la violence contre les genres ou l'inégalité raciale, nous les invitions à nous dire comment le changement climatique pourra avoir un impact sur ces causes, sur les femmes, etc. Donc, c'était une stratégie importante pour nous et de ne pas avoir peur d'inviter des gens. On va dire, ah non, je ne sais pas si cette personne s'est intéressée, mais invitez tout le monde. Appelez les gens. Regardez ce qui marche dans nos communautés. Par exemple, pour nous, il y avait, il y avait un- une voiture qui va dans les rues et invite les gens avec un haut-parleur, venez, venez, venez. Et nous ne savons pas si
les personnes qui ne connaissaient pas le sujet du changement climatique, s'ils seraient curieux et ils viendraient peut-être. Donc, même si vous avez 130 participants, c'est déjà formidable. Bravo, bravo. Merci, Matt. Je répéterai certains des commentaires qui ont été faits déjà parce que les leaders de Climate Reality ont permis le succès du projet. Et avec ma formation de 2018, le groupe d'Amérique latine est énorme et c'est grâce au Climate Reality que nous avons pu ouvrir tellement de portes. Et c'est vraiment un grand changement que j'ai vu en Colombie grâce à vous et à tous les leaders qui travaillent tous les jours pour faire une différence. Nous avons appris d'autres groupes dans le monde comment la formation des instituteurs ont pu influencer et les communautés. Nous avons fait aussi un camp avec 30 jeunes et partie de la formation, c'est d'apprendre à faire une présentation, comment être efficace dans leur présentation, mais c'est beaucoup plus impact lorsque les enfants sont dans la nature et pas dans une classe. On a travaillé avec OPEPA, qui est une organisation en Colombie qui travaille sur l'éducation de l'environnement depuis 25 ans. Et travaillons avec ce genre d'organisation qui comprend l'importance de connecter la jeunesse avec la nature, surtout dans un monde qui est de plus en plus urbanisé. Comment est-ce qu'on fait pour que les jeunes retournent à la nature et connectent avec la nature? Ça, c'est important. Bon, formidable. Avec les gens qui nous écoutent du monde entier, j'aimerais vous demander si vous pouvez nous faire des conseils. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut s'impliquer, mais qui ne sait pas comment commencer? Isidora, est-ce que vous avez une proposition sur comment les encourager? C'est quelque chose sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Et pour moi, un message formidable serait de comprendre que nous faisons partie de notre communauté. Donc, lorsque l'on parle de communauté verte, je crois qu'il est important que nous comprenions tous que nous faisons partie de cette communauté, de la construction de cette communauté, parce que souvent, on se sent impuissant. Et lorsque l'on parle de changement climatique, il y a beaucoup de choses à revoir, surtout ceux qui nous entourent. Et lorsque l'on regarde le quartier ou même dans sa propre rue, comprendre que vous faites partie de cette communauté, que vous commencez là et trouver des gens qui s'inquiètent du problème comme vous, qui veulent faire quelque chose, parler un petit peu des leaders de Climate Reality. Ça, c'est un honneur. Et ce que je vois dans ce réseau ici au Brésil, c'est ce sentiment de ne pas être seul. Et il y a des gens qui font quelque chose. Et on peut trouver de la force en travaillant ensemble. Sachez que vous faites partie de votre communauté et de trouver des gens qui pensent comme vous. Très bien. Aditya, vous avez quelque chose à ajouter? Le conseil que je pourrais donner aux gens qui suivent ce programme, c'est si vous êtes un leader ou si vous êtes une personne qui a suivi nos formations, nous avons tous de l'influence. Et si vous pouvez contacter des institutions, frapper à leur porte, parlez-leur de nos programmes, quels sont les avantages qu'ils peuvent avoir et connectez-les avec nous. Nous avons un site Internet et un appel à l'action. Vous pouvez vous rendre sur le site et nous connecter et on commencera. S'il y a des éducateurs qui nous suivent ce matin,
je leur dirais que vous faites partie du système. Regardez les avantages, ce que vous allez en tirer du point de vue de l'énergie propre, de l'eau, sur la gestion des déchets, sur les formations en classe et surtout après COVID. Nous avons parlé beaucoup des implications de santé. Donc, avec le programme de campus vert, vous aurez tous les avantages. Vous aurez le meilleur entourage, vous aurez un meilleur environnement pour les jeunes et vous pouvez voir les bénéfices déjà en très peu de temps, en 6 mois par exemple. Donc, connectez-vous, contactez-nous. Merci, Matt. Je crois que les connexions peuvent durer à long terme et trouver des gens qui pensent comme vous, créer une communauté, que la présentation de Climat Réalité est un outil que vous avez créé avec le temps et qui étonne continuellement les gens, les influence aussi. Et ça, c'est quelque chose que nous voyons ici en Colombie à cause de la présentation, grâce aux formations de Climate Reality. Ce groupe de leaders a ouvert de nouvelles opportunités pour travailler avec les représentants gouvernementaux. Et le conseil que je donnerai à quelqu'un, c'est de faire la présentation, même si c'est 10 minutes, c'est un outil qui est à la disposition de tous et ne sous-estimez pas son impact. Ah, merci, ça me fait plaisir de l'entendre. Et pour la dernière question que je vais vous poser, je redonne la parole à Erin. Comment est-ce que la narration joue un rôle? Est-ce que vous avez trouvé des techniques spécifiques qui encouragent les autres de faire partie de votre travail? Matt, je vous donne d'abord la parole et ensuite on écoutera vos collègues. Ça a été influentiel non seulement pour les enfants, mais pour les femmes, pour les communautés marginalisées, pour les communautés afro-américaines. Il y a une histoire complexe, un passé difficile. Tout cela à voir sur le changer les récits dans la société, c'est quelque chose que nous faisons. Nous voulons créer un nouvel optimisme, un nouvel espoir que nous pouvons travailler ensemble et que nous pouvons travailler main dans la main parce que l'élément commun est de dire qu'il y a trop de corruption, mais si nous gardons cette idée et si nous n'avons pas confiance dans la communauté et les décideurs de ce pays, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les choses changent. Il faut générer les nouveaux changements. Et ça, c'est notre mentalité. Ça marche, c'est un processus à long terme, mais nous faisons beaucoup de progrès. Merci, merci. Isadora, Adija? Bon, pour moi, oui, de changer la conversation. Et je crois vraiment que le recours à la narration a été utilisé pour échanger, ou pour inviter les gens, pardon, à échanger et parler des défis qu'ils confrontent avec l'impact climatique et quelles sont les stratégies dont ils se servent. Et une partie importante ici, c'était d'encourager les gens et apprécier ce qu'ils contribuent. Parce que souvent, les connaissances empiriques de voici mon expérience, ce n'est pas apprécié et les gens se sentent mal à l'aise, ils ne veulent pas trop partager. Je ne connais pas le changement climatique parce que je ne l'ai pas étudié de façon formelle. Donc, je crois qu'il faut leur dire non, bien sûr, racontez-moi votre expérience. Vous êtes la meilleure personne au monde pour vous parler de votre réalité et vous pouvez comprendre que cette rue est inondée quand il y a beaucoup de pluie, mais celle-là, non. Et de comprendre votre territoire. Et ça, c'est important, c'est de la connaissance, c'est du savoir. Et ça permet d'améliorer le quartier et les politiques publiques. Donc, c'est important que les gens sachent qu'ils peuvent contribuer leur expérience et que ça vaut la peine de partager ces connaissances. Adija.
C'est le recours à la narration est une solution que nous proposons parce que pour les jeunes à qui nous parlons, parfois l'aspect scientifique est difficile à comprendre pour ces jeunes, surtout certaines personnes ont du mal à comprendre les gaz à effet de serre, mais si vous présentez la situation sous forme de récit, les gens comprennent mieux. Et on me demande souvent de présenter un film. Les gens aiment écouter votre film. Donc, vous voyez que le pouvoir du récit existe et nous voulons bien sûr créer un contenu dans les langues de la région. Et ce sont des récits qui ont plus d'impact si ce sont des récits qui concernent la région. Vous leur dites qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il y a eu un impact, quel est le changement climatique, comment est-ce que le quartier réagit. Et une fois qu'on commence à raconter ces histoires dans la langue du pays, nous voyons que les institutions réagissent et veulent participer. Donc oui, le recours à la narration est un outil utile et très puissant. Merci beaucoup pour cette conversation. Nous avons beaucoup de questions qui viennent des participants. Je vais redonner la parole à vous, Erin, pour que vous puissiez poser des questions qui parviennent du public. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous pour une discussion incroyable. J'aimerais qu'on continue à parler et on va le faire d'ailleurs. On a des questions très intéressantes du public. Alors, la première question que j'ai, comprendre que le soutien politique est un facteur important dans la construction d'une communauté verte, inclusive. Alors, Aditya, je vais commencer par vous. Mais comment, d'après vous, comment est-ce que les villes, les municipalités peuvent soutenir les consommateurs, les petites entreprises de manière à ce qu'il y ait, qu'on construise une communauté verte inclusive? Aditya, d'après vous, les mesures d'incitation. Alors, le soutien politique est primordial. C'est la raison pour laquelle nous devons parler à beaucoup de décisionnaires politiques et nous devons les inclure dans la conversation parce que ils détiennent beaucoup de ressources et sans ces ressources, on ne peut pas mettre en œuvre les solutions. En particulier les départements, les services publics qui travaillent avec les municipalités. Donc, par exemple, dans notre pays, actuellement, on parle beaucoup des villes intelligentes. Alors, ça vient du gouvernement et beaucoup de villes ont commencé à être en concurrence les unes avec les autres pour remporter des subventions, par exemple. Donc, si nous pouvons remporter ce type de concours, si on peut inciter les autorités à organiser ce type de concours, cela peut avoir un impact important. Oui, Matt, et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? D'après vous, qu'est-ce que les villes peuvent faire? C'est une très bonne question. Les municipalités, dans notre projet, il y en a environ 115. Il y a des petites villes, mais cela fait partie de l'équation parce qu'ici en Colombie, il y a un haut niveau d'urbanisation. On ne peut pas donc penser simplement aux grandes villes, mais il faut penser aux petites villes, en particulier en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Les villes sont de gros émetteurs de gaz à effet de serre, mais en Colombie, il y a beaucoup de déforestation qui se produit d'ailleurs autour de petites villes, de petites municipalités. Comment travailler avec ces collectivités locales pour changer les choses en matière de déforestation? Comment créer des emplois, par exemple,
le cacao, l'açaï sont des secteurs qui peuvent créer des emplois et décourager la déforestation. Alors, nous travaillons avec ces municipalités donc qui souffrent de taux élevés de déforestation. Très bien. Ça fait beaucoup de municipalités qui sont déjà impliquées. Isadora, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est très important. Nous avons appris dans le processus, lorsqu'on parlait des problèmes et des solutions, nous voulions en savoir plus sur les problèmes en jeu. Donc, il est important d'établir un diagnostic, par exemple une cartographie des villes et avoir des plans de résilience pour chacun des problèmes décelés. Et puis, on a lancé cet appel à l'action pour voir si donc chaque ville est dotée d'une cartographie, d'un plan d'adaptation, d'un état des lieux des vulnérabilités. Il s'agit donc d'abord de comprendre quels sont les problèmes et ensuite élaborer des politiques en conséquence. Très bien. Oui, c'est vrai, il faut avoir un état des lieux avant de commencer à construire quelque chose de nouveau. Alors, je vais maintenant vous demander, puisque le thème de cette année est l'espoir et les solutions, je veux finir par une note d'espoir et demander à chacun d'entre vous comment est-ce que vous arrivez à garder l'espoir dans ce travail que vous faites, dans ce combat que vous menez et auquel vous essayez d'associer d'autres individus. Donc, je vais commencer par Isadora. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Les gens. Les gens qui, contre toute attente, font don de leur temps, de leur énergie pour se battre contre ce problème dont très souvent ils ne sont même pas responsables, mais ils sont là, ils n'abandonnent pas et je pense que nous nous donnons de la force mutuellement. Très bien. Oui, oui, nous devons tous être unis, oui, dans ce combat. Et Matt, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Même chose, parce que les changements se produisent si rapidement, en si peu de temps. Nous en sommes témoins et c'est quelque chose qui génère de l'espoir, par exemple. Depuis le début de la pandémie, les choses ont changé très rapidement. Par exemple, les maires en Colombie se rendent au congrès des municipalités. Et on avait fait une étude avant la pandémie, mais maintenant, après la pandémie, on s'est rendu compte que le niveau de connaissance en matière de changement climatique chez les maires a beaucoup augmenté. Et puis, le fait de travailler avec les jeunes aussi. Vous savez, j'ai mentionné donc cette colonie. Il y a des enfants qui viennent de familles où il y a eu des assassinats pour des raisons politiques. Et à la fin de la colonie, enfin, on s'est rendu compte que cette colonie avait eu un impact énorme sur la vie de ces jeunes, que ça allait pouvoir générer les leaders de demain, en fait, et les leaders dont la planète a besoin. Merci, Matt. Aditya, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Je travaille avec beaucoup de jeunes et ils sont toujours porteurs d'espoir. Donc oui, cela me donne de l'espoir
Et puis, vous savez, avec la pandémie, on s'est dit, c'est la fin du monde. Mais on voit que maintenant, on a un vaccin, la vie est redevenue normale. Et je pense que si on se met vraiment au travail, si on rassemble toutes nos énergies, on peut avoir des résultats. Ici, nous organisons des hackathons, par exemple, très souvent. Beaucoup de jeunes s'impliquent, beaucoup de cerveaux s'impliquent. On sait maintenant que c'est un problème qui est connecté à beaucoup d'autres problèmes. Parce que je travaille avec des jeunes et que je suis témoin de leur énergie, je vois qu'ils sont vraiment déterminés à trouver des solutions et c'est ça qui me donne de l'espoir. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Bien, merci à vous tous. Vous me donnez de l'espoir. Je sens que je vous remercie du privilège que vous nous avez accordé aujourd'hui. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez votre travail. Le temps qui nous est imparti s'est écoulé, mais maintenant, je voudrais à nouveau vous remercier le vice-président Gore d'avoir organisé ce dialogue. Je vous remercie aussi tous les gens qui nous écoutent d'avoir participé, d'avoir fait partie de cette conversation. Pour en savoir plus, donc, vous pouvez trouver d'autres expériences, des gens comme vous, comme les membres du panel qui ont participé aujourd'hui à cette conversation. Vous pouvez trouver d'autres témoignages sur notre site web www.24hoursofreality.org où vous voyez donc les témoignages de militants dans le monde entier qui agissent et qui, je l'espère, vont vous donner des idées sur ce que vous pouvez faire dans vos communautés. Nous allons aussi afficher ces dialogues qui ont été enregistrés dans 6 langues différentes et qui se trouveront sur notre site web à partir de mardi. Donc, n'hésitez pas à revenir là-dessus, à partager ces dialogues avec les gens dans votre communauté. Et puis, enfin, je voudrais demander à M. Gore de venir nous rejoindre une dernière fois pour clore ce dialogue. Merci beaucoup, Erin. Merci beaucoup aux membres donc, de ce dernier panel qui m'ont aussi donné beaucoup d'espoir. Eh bien, maintenant, nous sommes arrivés à la conclusion de notre conversation. Nous avons entendu les témoignages de leaders dans le monde entier qui mettent en œuvre des solutions, qui se battent pour les systèmes de transport à zéro émission, qui construisent des collectivités, des communautés vertes inclusives. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les orateurs qui ont participé à nos 4 conversations aujourd'hui. Vous êtes vraiment une source d'inspiration pour nous tous. Vous agissez, vous développez de vraies solutions. Et là où vous vivez, comme Erin vous l'a dit, si vous avez manqué certaines des conversations aujourd'hui, venez sur notre site web dans les jours à venir pour avoir accès à ces conversations. Tous les ans, avec 24 Hours of Reality, nous concentrons sur un domaine extrêmement important dans le mouvement de lutte contre le changement climatique. Nous avons besoin d'espoir. Plus que jamais, nous avons besoin de solutions. Nous savons que les actions que nous prenons au cours de cette décennie vont déterminer si oui ou non nous pouvons éviter les pires impacts du changement climatique. Nous pouvons, nous devons, nous le ferons, je pense, car à notre disposition, nous avons toutes les solutions nécessaires pour réduire les émissions de 50% au cours des 8 prochaines années afin de parvenir à des émissions nettes à zéro d'ici 2050. Nous allons avoir besoin d'actions audacieuses de la part des leaders dans le monde, de la part de communautés telles que les vôtres, de la part de leaders comme nous en avons fait l'expérience aujourd'hui.
Prenez contact avec les entités locales de notre organisation, The Climate Reality Project. Vous pouvez venir venir sur notre site web pour voir quelle est l'entité la plus proche de chez vous. Je sais que nous pouvons ensemble résoudre le problème du changement climatique. La volonté politique est une ressource. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.